Bonjour à toutes et à tous. Donc Baptiste Gras, moi je suis donc enseignant-chercheur à l'ISARA à Lyon. Alors étant je crois que je suis l'avant-dernier obstacle avant le déjeuner, je vais essayer de capter votre attention. Et l'idée d'aujourd'hui, c'était de vous partager des résultats qu'on a pu avoir sur la pédogénèse, qui est un terme que je vais utiliser, mais là on est vraiment sur les prémices de l'évolution de sols du coup construits. Et du coup, vous partagez les résultats qu'on a pu avoir dans le cadre de ma thèse et d'autres travaux, donc sur la toiture Bertrand. Et comme j'ai un PowerPoint, ça fait le même bug. Donc, il faut que je clique. Et après, magnifique. Christine l'a du coup déjà un peu fait, mais je voulais quand même juste repartir vous ramener un tout petit peu sur la toiture Bertrand du coup en plein cœur de Paris pour redire un tout petit peu par rapport à l'origine de ce projet. Il y avait vraiment deux questions qui étaient pour moi à la base et la motivation tout au long du projet T4P quand il était sur cette toiture, et ça reste le cas en grande partie aujourd'hui. C'était à la fois cette question de conception, Christine l'a bien dit, de comment on peut concevoir une toiture productive uniquement à partir de résidus, de produits qui viennent en tout cas de résidus urbains, notamment en se passant de tourbe, qui reste un élément énormément utilisé dans la végétalisation des espaces. Et l'autre question qui a été mentionnée notamment par Sékou, c'était de vouloir voir l'évolution dans le temps, d'où cet attrait pour la pédogénèse et les premières phases d'évolution, pour comprendre notamment ces services qui peuvent être rendus. C'est bien qu'ils le soient à l'instant T, mais c'est aussi très intéressant qu'il le reste pendant la durée de vie de la toiture, qui est d'ailleurs une question qu'on a essayé d'approcher avec des expérimentations jusqu'à 10 ans, ce qui est déjà un temps long, mais qui reste quand même relativement modeste. Et là, aujourd'hui, donc, les résultats que je vais vous présenter, c'est les résultats des dispositifs expérimentaux, notamment, qui étaient dans le cadre de ma thèse. Et donc là, la durée est encore plus limitée. C'est pour ça que je dis qu'on est sur vraiment les premières phases de la pédogénèse. Et c'était donc sur les 3 premières années d'évolution des technosols qu'on a mis en place. Donc Sophie tout à l'heure l'a mentionné, mais nous on a utilisé certains produits uniquement issus donc de résidus urbains, résidus de champignonnières, donc utilisés initialement comme son nom l'indique pour cultiver des champignons. 2 types de compost de déchets verts et compost de biodéchets, et des matériaux plus grossiers, notamment donc du bois broyé issu de l'élagage des arbres notamment, et de la brique et de la tuile concassée qui, dans notre cas, et je pense que ça illustre aussi un des enjeux sur lequel peut-être on va pas aller beaucoup aujourd'hui, mais qui était celui d'approvisionnement. En fait, on voulait initialement utiliser des déchets de démolition, briques et tuiles concassées qui venaient vraiment de la démolition de bâtiments, et on a été quelque part dans l'incapacité de le faire de par notre incapacité à avoir accès à une ressource avec une qualité un peu connue. Et donc, ce qu'on a utilisé, c'est des déchets qui viennent de la fabrication de briques et de tuiles et non pas de la démolition de bâtiments. Mais c'est vrai que cet enjeu d'avoir accès à une ressource de qualité suffisante, etc., est un véritable enjeu. Donc, je ne vais pas détailler, mais vous vous doutez rien qu'avec les photos et les connaissances de chacune, que les propriétés de chacun de ces matériaux, notamment en termes de rétention d'eau, en termes de teneur en nutriments et de capacité à se minéraliser, notamment pour les 3 produits qui sont en haut de la diapo, sont plus importants. Et sur les produits grossiers, on les a notamment utilisés pour le fait de garder une porosité assez importante, parce qu'un des premiers facteurs limitants quand on est dans un espace contraint, comme nos bacs qui étaient quand même de taille assez réduite, c'est l'accès à l'air pour le développement des plantes et notamment le développement racinaire. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a, en fait, sur la première phase, qui est celle un peu de la recette de cuisine, qui est une question complexe. Donc Julia vous a présenté pas mal d'éléments à ce sujet. On a réutilisé des modèles existants, notamment un modèle qui s'appelle la culture en lasagne, qui est utilisé depuis très longtemps dans des jardins. Et l'idée donc des modèles de technosol qu'on a étudiés, ça a été d'avoir une disposition en différentes couches, à différents horizons. Donc un horizon supérieur tourné plutôt vers des fonctions de rétention d'eau et d'apport de nutriments. Donc là où on a, en l'occurrence dans mon dispositif de thèse, mixé un résidu de champignonnière à 40% avec un compost de biodéchets, dans l'idée d'avoir un compromis et de limiter un peu notamment les teneurs en nutriments, parce que le compost de biodéchets notamment est très riche en termes de nutriments. Et sur la couche inférieure, c'est une des choses qu'on a testées, c'est qu'on a mis dans un cas, et je vais y revenir ensuite, mais de la brique et de la tuile concassée, et dans l'autre cas du bois broyé, dans le but de voir cet horizon squelette du technosol. Quel est l'impact si il est biodégradable dans le temps,
dans le cas du bois broyé, ou s'il reste stable comme la brique et la tuile concassée. Et donc, j'insiste là-dessus, mais la question qu'on s'est posée, c'est vraiment celle de cette évolution, d'où les résultats que je vais vous présenter. Donc, pour cela, on a réalisé des mesures à 3 niveaux. Des mesures sur nos légumes. Bon, on les a mangés, mais ça, c'était pas une mesure directement, mais une mesure quantitative, notamment en termes de rendement. Des mesures qualitatives, notamment sur des contaminants. Je vous présenterai pas les résultats aujourd'hui, mais sur les éléments traces métalliques. Et ensuite, on a eu des mesures sur le technosol en tant que tel, par de l'observation directe et des mesures en laboratoire, physique, chimique et en partie biologique. Et on a également mesuré, donc là c'est pas représenté, mais vous verrez ensuite des résultats à ce niveau-là sur le schéma, mais des mesures sur l'eau, les eaux de drainage qui sortent des bacs, qui est un réel enjeu. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, les toitures sont beaucoup développées pour le côté leur rôle d'éponge, mais ces éponges peuvent parfois relarguer un certain nombre d'éléments, et donc on a voulu regarder ce qui ressortait de nos texosols. Donc là, sur cette diapositive, vous avez à chaque fois une image de deux des bacs types qu'on avait. Sur la gauche, vous avez en haut donc la modalité où on avait une couche de compost de biodéchets mélangé avec du résidu de champignonnière en dessous du bois broyé. Et sur la droite, vous avez la même chose, mais avec de la brique et de la tuile concassée en dessous. Et la première chose qu'on peut observer assez facilement, donc vous avez à chaque fois la hauteur, et donc vous voyez un effondrement quand même important en termes de hauteur. Donc là, vous avez le premier mois, la première année et au bout de 3 ans. Donc un effondrement assez important, notamment sur les mélanges organiques, donc liés notamment à la porosité du bois. Et vous voyez que déjà au cours de la première année, on a quand même une évolution qui est très rapide. Donc si on va un petit peu plus loin, donc en termes de phénomènes, et pour vous donner un petit peu les ordres de grandeur, sur l'effondrement, on a 10% de l'effondrement qui se situe sur les 6 premiers mois. On en a notamment au tout début et ensuite qui se poursuit quand il y a un premier réarrangement, on va dire, des matériaux. Et on aboutit à un effondrement qui va jusqu'à 36-37% au bout des 3 années. L'autre chose, donc, c'est OK, on a un effondrement, mais du coup, est-ce que cet effondrement résulte en tassement? Donc, on a notamment pour ça étudié la densité apparente. Et ce qu'on voit, c'est que cet effondrement n'a pas donné lieu, durant ces 3 années, à une augmentation de densité, donc à un tassement et une limitation, notamment de l'accès à l'air ou à d'autres choses. L'autre chose qu'on a pu observer, je vais y revenir juste ensuite, mais de manière directe, puisqu'on a en fait quantifié ce qui restait dans nos bacs au bout de 3 ans, c'est qu'on voit que cet effondrement, il est associé à une perte en masse assez forte, donc de l'ordre de 17% sur les modalités où on avait une couche en brique en dessous, et de l'ordre de 39% pour les modalités où on a une couche organique. Et donc ça, c'est notamment lié à 3 phénomènes: la biodégradation, notamment la minéralisation, le lessivage aussi dans une moindre mesure, et dans une moindre mesure encore, la lixiviation. Et ce lessivage, on peut, si vous avez l'œil fin, enfin, je ne sais pas si ça se voit quand même un peu, mais se voit notamment par la création, donc là uniquement sur la modalité avec les briques et tuiles concassées, on voit qu'il y a une couche un peu mixte de briques et tuiles concassées de compost qui se forme. Il y a sans doute la même chose qui s'est passée, et on l'a d'ailleurs observé au bout de 2 ans, mais on l'a pas réobservé très nettement au bout de 3 ans sur la modalité organique, mais vous devinez en tout cas, je pense, que sur la couche du bas, on a quand même un mélange très fort qui s'est fait entre des particules de compost et le bois broyé initialement présent. Donc si on regarde sur un indicateur spécifique, en termes de stock de carbone, ici vous avez donc les stocks exprimés en grammes. À gauche, vous avez la modalité sur bois broyé, et à droite sur les briques et tuiles concassées. Et vous voyez qu'on a quand même des pertes assez conséquentes. On passe d'environ 18-19 kilos de carbone organique présent à l'échelle de notre bac à 9 à 10 kilos pour la modalité organique. Et on a une perte relativement similaire, et qui a principalement lieu, comme vous pouvez le voir au travers des couleurs, donc rouge c'est la couche supérieure et vert c'est la couche inférieure, qui a principalement lieu sur la couche supérieure, en tout cas pour la modalité en brique. Donc une évolution qui est rapide, qui est marquée par un effondrement, mais qui ne se traduit pas par un tassement. En revanche, on voit bien que cette activité de biodégradation, elle est vraiment à la base d'une grande partie de cet effondrement. Donc l'idée, c'était également d'étudier l'impact sur les services. Un des services attendus, en tout premier lieu, c'est bien sûr la production alimentaire. Donc ça, c'est un graphique qui date un peu, mais qui, je pense, relate quand même bien les différents résultats qu'on a pu avoir. Vous avez les différentes cultures qu'on a pu avoir sur nos expérimentations.
Mon dispositif de thèse, il porte le joli nom de expérimentation numéro 3. Et il y a 2 autres dispositifs, je rentre pas dans le détail de leur composition, mais qui étaient dans la même idée, c'est-à-dire des bacs de culture dans lesquels on avait différents matériaux issus de résidus urbains. Et ce que vous voyez à chaque fois, là, au travers des box plots, c'est pour chaque culture, vous avez les résultats pour, par exemple, les tomates. En haut, on les a cultivées sur l'expérimentation 1 et 2. Et on a voulu s'interroger sur quels sont nos niveaux de rendement par rapport à ceux de maraîchers, en l'occurrence biologiques, en plein air, qui nous ont semblé être la référence la plus proche de nos systèmes, à la fois en termes d'itinéraire technique qu'on pouvait avoir et de gestion même plus globale de notre dispositif. Et donc, ce qu'on en a tiré en termes de conclusion, c'est de se dire qu'on a des niveaux de production qui restent quand même comparables à ceux de maraîchers biologiques, mais bien sûr, cette comparaison, comme vous pouvez le voir si vous regardez un peu dans le détail le graphique, elle est très dépendante de la culture qu'on considère. Des cultures, on va avoir des rendements bien supérieurs, d'autres beaucoup moins. Mais donc, en moyenne, on a vu qu'en termes de rendement, on pouvait atteindre des rendements assez intéressants. Les 2 autres points peut-être intéressants sur le côté rendement, c'est qu'on a une stabilité quand même de ces rendements dans le temps, notamment à 5 ans, mais aussi à 10 ans sur le recul qu'on a pu avoir. Donc, on voit quand même qu'on a un maintien de cette productivité. Et dernier élément, j'ai choisi de pas vous présenter pour pas trop alourdir la présentation avec des éléments aujourd'hui, mais c'est qu'on s'est aussi intéressé à est-ce que c'est au final nécessaire de mettre nos matériaux en couche, même si techniquement c'est des fois beaucoup plus facile, ou est-ce qu'on peut les mélanger directement? Est-ce que nos résultats tendent plutôt à montrer qu'on a un impact intéressant, notamment sur la production et le rendement, d'avoir différentes couches les unes sur les autres. Donc ça, c'est sur alors c'est pas directement un service écosystémique, mais c'est en tout cas sur un des attendus de ces services, en termes de services, de ces systèmes. Un autre attendu, c'est celui de retenir de l'eau de pluie. Et alors là, autant sur certains des dispositifs que je ne vous présente pas aujourd'hui, on a été plutôt performant. Autant sur mon dispositif de thèse, on peut dire qu'on a une performance qui n'a pas été totalement au rendez-vous. Si vous vous concentrez tout d'abord sur la gauche de la slide, vous avez les années. Alors j'ai mis en gris l'année 2015 parce qu'en fait c'est uniquement 2 mois, donc c'est pour ça que c'est assez peu significatif. Mais vous avez du coup les 3 années 2016, 2017, 2018. Et ce qu'on voit, c'est que là, en termes de rétention de l'eau de pluie, donc là c'est vraiment le pourcentage par rapport à en termes d'eau de pluie, ce qui arrive, qu'est-ce que je retiens. On voit qu'on a des pourcentages relativement bas par rapport à ce qu'on peut observer en toiture intensive et semi-intensive, 56% en 2016, 13% en 2017 et 18% en 2018. Pourquoi ? Eh bien, parce que, et c'est un des messages, je vais insister ensuite dessus, mais c'est que les pratiques sont bien sûr quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier sur des toitures potagères, c'est-à-dire qu'on regarde souvent les services rendus sans forcément considérer les pratiques, et là, en l'occurrence, la gestion de l'irrigation, dans notre cas, a été non optimale. Pour être très clair, on a du coup surirrigué, notamment en 2017, ce qui a conduit du coup à décroître la capacité de rétention de nos substrats. Donc ça, vous le voyez notamment si vous regardez sur la droite, vous avez le pourcentage de rétention d'eau, mais en considérant cette fois-ci l'eau de pluie et l'eau d'irrigation. Et ça montre du coup autre chose, c'est que nos substrats en soi, ils ont et ça a été montré dans d'autres études qu'on a pu faire sur les micro-fermes urbaines, ils ont une très bonne capacité de rétention en eau. Mais la question, c'est d'être en capacité de faire jouer cette capacité de rétention en eau pour que l'eau de pluie, notamment, soit retenue au bon moment, d'où l'impact notamment de la gestion d'irrigation et d'autres paramètres en termes de pratique. Dernier point peut-être sur cette question du service lié à la rétention d'eau. Donc nous, on n'a pas étudié la fonction d'écrantage, on a uniquement étudié la fonction de rétention d'eau. Une surprise qu'on a eue, c'est de voir cette faible différenciation entre nos horizons squelettes avec des briques et tuiles concassées versus le bois broyé. On s'attendait à ce que la modalité organique retienne quand même plus d'eau. Et là, l'hypothèse qu'on fait dans cette non-différenciation entre les deux, c'est sans doute que le fait d'avoir trop irrigué a justement très peu fait jouer les capacités de rétention d'eau de nos substrats. Juste pour faire un petit pas de côté, parce que c'est une question on n'est bien sûr pas les seuls à étudier. Là, vous avez beaucoup de travaux qui sont menés d'une grande diversité à AgroParisTech. Mais il y a également d'autres collègues qui ont étudié ça. Là, c'est une étude qui a été faite sur une ferme urbaine qui existe à New York, à la Brooking Range, qui est par ailleurs une ferme qui a été financée par la ville de New York pour sa capacité de rétention en eau. Et si vous vous concentrez, désolé, sur le graphique de gauche, qui est peut-être le plus facile à aborder, vous avez en fait un graphique sur 1 an et demi qui a été la durée de l'étude. Les millimètres, donc c'est des litres par mètre carré. Et la courbe du bas en pointillé, c'est l'irrigation. Donc, classiquement, ils irriguent pendant les saisons de printemps, été, un petit peu automne. Hiver, ils irriguent pas, et puis ensuite, ça revient. Juste au-dessus, la courbe en gris, c'est la précipitation. Donc, c'est en volume cumulé. Et ce qu'ils ont montré dans cette étude, c'est que le volume d'eau totale qui ressortait de cette toiture est en fait plus important
que le volume de précipitation. Donc, c'est la courbe que vous avez en noir en continu au-dessus. Et du coup, ce qui démontre dans leurs résultats, c'est ce qu'on a eu sur un de nos dispositifs. Je redis que c'était pas le cas sur l'ensemble. Mais c'est qu'à nouveau, là, les pratiques d'irrigation ont fait que l'humidité du sol, au moment où notamment les pluies arrivaient, ou même certaines irrigations pouvaient être faites, conduisait à des fois perdre plus d'eau que ce qui pouvait entrer dans nos toitures. Donc mon message est absolument pas de dire que les toitures productives ne retiennent pas d'eau, elles ont un vrai potentiel de ce point de vue-là, mais il y a cette pratique d'irrigation notamment qui n'est absolument pas à négliger quand on s'intéresse, on va dire quantitativement, au fait que ce service soit rendu. Dernière chose, c'est que je vous ai montré, je pense, enfin, en tout cas via un indicateur de rendement, qu'on avait des technosols relativement fertiles. Vous voyez, c'était riche en carbone. Je vous ai pas montré sur les nutriments, mais c'est pareil, on a quand même des teneurs assez importantes. Ce qu'on a montré sur le dispositif de test, qui pareil, il n'y a pas toujours été le résultat sur d'autres dispositifs, mais c'est qu'on avait quand même des pertes assez conséquentes. Donc nous, on avait deux indicateurs. Des indicateurs, donc on avait azote minéral sous la forme de nitrate et d'ammonium, mais c'était essentiellement du nitrate qu'on retrouvait dans les eaux de lixiviation, donc on collectait à chaque fois qu'elle débordait de notre bac, et le carbone en tant qu'élément structurant et puis très présent dans nos bacs. Donc on regardait également le carbone dissous dans les eaux. Et ce que vous avez là sur la table, c'est un résultat en quantité, donc en masse en l'occurrence, d'azote minéral perdu, pour vous donner un peu un ordre de grandeur par année. Et ce que vous voyez, ce qui est intéressant, enfin, ce qui nous a semblé intéressant dans les résultats, c'est qu'on a deux dynamiques assez différentes. Si on commence par la droite avec le carbone, vous voyez qu'on a des pertes quand même assez conséquentes, 280 grammes pour la modalité minérale, 284, 118, et qui baissent en fait au fur et à mesure du temps. Donc, ce qu'on a observé sur le carbone dissous, c'est qu'il y avait une perte très importante sur les premières années, mais qui a tendance ensuite à se stabiliser à des niveaux relativement faibles. Sur l'azote minéral, sur ce dispositif en tout cas, les résultats ont été assez différents, c'est-à-dire qu'on avait des pertes assez conséquentes au début, mais qui perdurent dans le temps avec assez souvent des pics où on voit qu'en fait les besoins des plantes ne permettent pas d'absorber complètement tout l'azote minéral qui est disponible, et donc qui va partir par lixiviation dans les eaux de drainage. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on a une dégradation potentielle du coup de la qualité des eaux. C'était pas une surprise totale dans le sens où on a des taux de matière organique très importantes et au-delà d'ailleurs de certaines règles des acteurs en place. Mais on voit en tout cas que c'est l'un des enjeux, on va dire, de ce type de technosol, de traiter cette question. Je me permets juste un petit parallèle parce que je ne présente pas les résultats pareil pour pas trop surcharger, mais sur un autre dispositif où on avait un autre type de matière organique, et en l'occurrence du compost de déchets verts. On n'a pas eu tout à fait les mêmes types de résultats. Sur le carbone, on avait une dynamique assez similaire. En revanche, sur l'azote minéral, sur un substrat qui est moins riche, on avait là pour le coup des pertes uniquement concentrées au début et qui ensuite étaient très peu présentes. On avait une qualité de l'eau qui là pour le coup était plutôt bonne sur cet indicateur. Et donc on voit qu'au global, on va dire c'est un point à absolument considérer. Donc juste pour tenter je fais une petite tentative de conclusion. Donc la première chose qu'on a pu voir, c'est qu'on a des substrats qui ont été constitués uniquement à partir de résidus urbains et qui rendent un certain nombre de services, qui évoluent aussi d'un point de vue des premières phases de pédogénèse très rapidement sur des processus de lixiviation, sur des processus d'effondrement et de biodégradation. Et on a au global quand même des technosols qui sont fertiles aussi, donc du point de vue des services écosystémiques rendus, avec néanmoins ce point de vigilance, notamment sur la qualité de l'eau. Et donc, une des choses qui était la sortie des travaux de thèse que j'ai réalisés, c'était de se dire qu'il y a une gestion de compromis qui est nécessaire entre la biodégradation de ces substrats et du coup derrière la nutrition des plantes. Et une chose que je n'ai pas mentionnée, je m'en excuse, c'est qu'on avait fait un choix quand même important qui était de ne pas fertiliser, c'est-à-dire que l'apport initial était le seul. Donc, on se reposait uniquement sur la biodégradation et la minéralisation des substrats pour l'approvisionnement des plantes. Et ensuite, je me suis permis de mettre là 4 petits points qui sont des pistes et des questionnements de recherche pour certains personnels qui sont déjà testés, mais pour certains. Mais la première, c'est le test de ce que j'ai mis là comme système couplé, c'est-à-dire que notamment sur ces questions d'eau qui va ressortir de la toiture, il y a sans aucun doute des systèmes, certains existent déjà en partie, mais qui peuvent permettre de récupérer, réutiliser ces eaux qui sont riches et qui peuvent être intéressantes. C'est pas quelque chose qu'on a pu tester directement, mais qui peut être mis en place, même si ça pose un certain nombre de questions techniques, et ça nécessite sans doute une collaboration là-dessus interdisciplinaire. J'ai évoqué cette question des compromis, donc qui implique des recherches. Vous avez déjà eu pas mal d'aperçus aujourd'hui, mais sur comment on adapte les proportions, quels matériaux on utilise, comment on les agence. Et 2 derniers points qui sont sur l'impact des pratiques, qui sont, je trouve,
peu souvent pris en compte, c'est pas toujours évident de les prendre en compte. Et également, sans doute quelque chose qui se fait, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même atteint un certain point de recul sur ces sujets avec beaucoup d'acteurs, donc notamment Topagé qui a été cité, Culture en Ville aussi, qui installe ces systèmes-là, et je trouverais intéressant qu'on collecte peut-être un peu plus les problématiques agronomiques qu'ils peuvent avoir dans la gestion de ces toitures sur un temps assez long et pour s'en inspirer derrière en termes de recherche. Voilà, et donc juste pour conclure, cette direction qu'on souhaitait pousser avec le projet sur des technosols urbains sans tourbe et du coup issus de l'économie circulaire qui sont une réalité mais qui restent minoritaires malheureusement par rapport au marché aujourd'hui existant. Voilà, juste un tout dernière chose, c'était un remerciement spécifique, désolé, je suis long, à Claire pour sa persévérance et d'avoir permis notamment la présentation de ces résultats autour de la pédogénèse, qui est un article qu'on a publié cette année. Voilà, et donc on est très content que ces résultats soient disponibles. Merci. Merci Baptiste. Du coup, j'invite Eva qui va justement nous parler de la question de l'eau, l'irrigation en fait de l'eau avec son projet. C'est un PDF ? J'en ai les deux. Ah oui, voilà, c'est bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc ici, j'ai le plaisir de vous présenter le projet Vertioia. Donc à travers ce projet, on a voulu re-questionner donc la gestion de l'eau au niveau des bacs de culture productifs en toiture, donc avec les enjeux d'agriculture urbaine. Donc ici, on a voulu prendre en compte donc le type d'eau utilisée, la diffusion de l'eau au niveau du substrat et ensuite son stockage. Et donc à partir de là, en fait, on a fait des enquêtes terrain pour essayer de récupérer les challenges et enjeux des acteurs, ainsi qu'un travail bibliographique pour relever les disservices potentiels liés à la gestion de l'eau. Et à partir de ce travail, on a fait un atelier de co-conception avec des chercheurs de l'unité pour essayer de repenser donc cette gestion de l'eau au niveau du bac. Et donc, ça nous a mené à ce nouveau design de bac que vous pouvez voir sur la diapositive. Donc, on s'est inspiré donc du fonctionnement des Zoya classiques, donc des pots en terre cuite qu'on va remplir d'eau. Et donc, avec la propriété microporeuse de l'argile, ça va laisser diffuser l'eau progressivement de manière homogène sur le sol ou le substrat. Et donc ici, on a voulu reprendre cette fonctionnalité donc de la terre cuite en mettant en place des plaques en argile qui viendraient donc traverser le substrat et ensuite reposer dans le réservoir d'eau et donc se laisser imbiber dans l'eau qui est stockée dans le réservoir pour ensuite donc remonter par capillarité et venir diffuser et irriguer le substrat progressivement. Donc ici, l'objectif, c'était d'être le plus low-tech possible, d'être indépendant du réseau d'eau du bâtiment et indépendant du réseau électrique. L'objectif a été de pouvoir construire un modèle qui soit modulable, adaptable et réplicable. Et donc, dans ce dispositif, on a 2 plaques en terre cuite qui viennent prendre en sandwich un tissu à base de chanvre. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir maximiser la capacité d'absorption de l'eau qui est dans le réservoir d'eau. Donc, l'idée, c'est de pouvoir reposer sur l'eau de pluie à travers les saisons, que l'eau puisse percoler à l'intérieur du réservoir et ensuite être réacheminée dans le substrat et que ça puisse donc s'adapter en fonction de la météo et des saisons. Et donc, après donc la réalisation donc ce premier schéma, on a mis en place un prototype pour valider le design et donc les matériaux utilisés. Et ensuite, une fois le prototype mis en place, on a pu lancer l'expérimentation où, au-delà de tester le prototype, on le compare avec des irrigations classiques qu'on peut retrouver sur le terrain, donc du goutte à goutte, de l'OIA classique et des bacs sans irrigation. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir observer donc le niveau d'eau à l'intérieur des réservoirs d'eau. Donc on a pu mettre un tuyau qui traverse le bac avec un système de flotteurs pour suivre les niveaux d'eau à l'intérieur des réservoirs. Et l'idée est aussi de suivre l'humidité des substrats, tous les flux entrants et sortants des bacs d'eau
et donc les rendements des productions. Donc le projet a été lancé cette année, ce juillet 2025. Et on a mis en production concombres, poivrons, fleurs calendula et oignons. Donc l'objectif, c'était de faire une association qui soit riche, représentative de ce qu'on peut trouver en agriculture urbaine, autant des fruits que par exemple des fleurs comestibles ou coupées, que agronomiques, donc avec des plantes qui ont des besoins en eau très différents. Donc peut-être que ce design n'est pas adapté aux concombres, mais peut l'être plus aux fleurs coupées par exemple. Et donc un objectif, c'est de pouvoir voir de comparer les productions sur différentes années, et en plus de ça, on a essayé de concevoir donc un plan de construction de ce bac-là, et donc si ça intéresse, de pouvoir le diffuser puisqu'il est sous licence aux acteurs du terrain pour partager donc ce design. Donc voilà, je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Merci Eva. Je vous propose de laisser maintenant la parole à Tania. Merci. On ne dénoncera pas. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mon projet de post-doctorat que j'ai fait à AgroParisTech. Et donc, je vais vous parler de l'évolution à court terme de la biodiversité et de services écosystémiques rendus par les sols des toits potagers. Un des avantages de passer parmi les derniers et les dernières, c'est que finalement, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites avant. Et donc, mon introduction a été dite et redite, et c'est très bien. Ce qui fait que je vais un petit peu squeezer, étant donné qu'il faut peut-être rattraper du temps, ou tout du moins ne pas dépasser. Je vais un petit peu accélérer le début de la présentation, et je vais passer directement au service écosystémique, donc rendu par les toitures potagères. Donc on a peut-être le premier qui peut nous venir en tête, c'est le service d'approvisionnement, donc alimentation, notamment de proximité. Un certain nombre de services de régulation, Baptiste vient d'en parler notamment. Services culturels, ça a été discuté, Clémentine en a un petit peu parlé également. Et support de biodiversité, il y a eu toute une session là-dessus également précédemment. Et donc finalement, et ça rejoint un petit peu ce que disait Baptiste à la fin de sa présentation, pour construire des toitures potagères, il faut se poser un certain nombre de questions pour construire ce technosol. Le choix des matériaux, l'agencement de ces matériaux, l'évolution de ces matériaux au cours du temps. Et c'est sur ce dernier point où on s'est posé la question, est-ce que finalement il y a réellement des études qui sont effectuées là-dessus, en focus sur la faune du sol, et on s'est rendu compte que la plupart du temps, la faune du sol, donc ça a déjà été dit, est finalement assez peu étudiée, et l'évolution au cours du temps, la dynamique de ces organismes dans ce type de construction est assez peu étudiée, soit à des instants T, soit à des à des pas de temps assez élevés et pas à court terme. Donc, on s'est intéressé, nous, pour le projet Evotech, à caractériser l'évolution lors de la première année de la mise en place de ces technosols, et de caractériser les services écosystémiques rendus. Donc, on a mis en place 3 types de technosols que je vais développer juste après. Et pour aujourd'hui, donc dans ce projet-là, on a notamment étudié le service d'approvisionnement, notamment les rendements, quelques points sur le service de régulation, également sur le service de support, et aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement au service de support de biodiversité. Et donc, quelle est la caractérisation de l'évolution de la structure et de la composition des communautés de faune du sol sur des technosols nouvellement construits de toitures potagères. Alors, je vous présente pas la localisation, je pense qu'elle a déjà été largement faite. C'était sur les toits d'AgroParisTech, donc à Claude Bernard. En ce qui concerne le technosol, on a choisi des matériaux, toujours les mêmes matériaux pour les 3 modèles choisis.
du compost de déchets verts, du résidu de champignonnière et du bois broyé qui ont été présentés précédemment par Baptiste. Et c'est les mêmes fournisseurs, donc les photos correspondent complètement. Merci Baptiste. Nous avons choisi, de mélanger. Alors, le bois broyé a été utilisé pour les 3 modalités en même quantité, donc c'est quelque chose qui ne change pas. En revanche, on a choisi de mélanger le résidu de champignonnière et le compost de déchets verts à des pourcentages différents. Donc, on va avoir une modalité qu'on va appeler SR avec plus de résidus de champignonnière, une modalité intermédiaire, SI, et une modalité avec plus de compost de déchets verts, donc appelée ici SP. Et donc, en ce qui concerne la faune du sol, nous avons notamment étudié la macrofaune, la mésofaune, et aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur les colamboles, donc qui soient à la surface, épiédaphiques, hémiédaphiques, donc à l'interface surface-sol, ou euédaphiques qui vivent dans le sol, et également la microfaune, donc les nématodes, et on a regardé les 4 régimes trophiques de ces organismes, donc bactérivores, fongivores, phytophages ou omnivores prédateurs. Pour chacun de ces 3 modèles, on a regardé s'ils étaient présents à l'état initial, donc dans les 3 matériaux parentaux, bois broyé, compost de déchets verts, résidus de champignonnière, et dans les mélanges, SI, SR, SP. Et ensuite, on a suivi le dispositif. On est revenu toutes les 5 semaines sur le toit et on a regardé, on a fait des prélèvements pour voir s'il y avait des changements au niveau de ces communautés. Et un état final, étant donné que, donc au bout d'1 an, étant donné que les dispositifs allaient de toute manière être détruits, on en a profité pour regarder ce qui se passait également en profondeur et donc dans les différents horizons de ce sol-là. En ce qui concerne, pour ce qui sera des résultats de discussion, à chaque fois, je vous présenterai, donc, que ce soit pour la macrofaune, la mésofaune, la microfaune, l'état initial, le suivi du dispositif et l'état final. Comme ça, vous aurez un petit peu l'histoire pour chaque modèle. Donc, on va commencer par la macrofaune et son état initial. Alors, on a retrouvé uniquement 2 isopodes de cloporte sur les 18 prélèvements qu'on a fait. Tous les 2 appartenaient à la même espèce, Porcelios caber, c'est une espèce de décomposeur. Cette espèce était déjà présente dans le toit et notre hypothèse, c'est que finalement, entre le moment où on a reçu les matériaux parentaux et les quelques jours qui ont suivi, ça a été stocké sur le toit et ensuite on a mis en place le dispositif. Finalement, on se pose la question s'il n'y a pas eu une pré-colonisation de ces matériaux parentaux par les isopodes. Donc d'où leur présence à l'état initial. Lors du suivi du dispositif, alors là, pour lire un petit peu la figure, plus l'organisme est gros, plus il y a de densité au niveau de ce groupe-là. On observe que dès je sais pas si vous voyez, bah oui, super, que dès le premier mois, 1 mois après la mise en place, on a une colonisation de plusieurs autres organismes. On va retrouver des araignées, des fourmis, certains coléoptères. Cette colonisation se fait pas tout à fait de la même façon par rapport aux 3 modalités. On va avoir la modalité SR avec plus de résidus de champignonnière, avec une colonisation rapide de plusieurs organismes différents. Et la modalité avec plus de compost de déchets verts va être plutôt favorable au développement des isopodes. Cependant, au cours du temps, on remarque que cette modalité va tout de même être colonisée par d'autres organismes, bien évidemment. Finalement, on ne trouve pas réellement de différence entre ces 3 modalités. En revanche, on trouve une différence au cours du temps qui va finalement être liée aux conditions climatiques. Là, on est typiquement en hiver, on a forcément moins d'activité biologique. Et à l'état final, on retrouve toujours ces organismes-là qu'on a retrouvés tout au long de notre expérimentation. Et on va, lorsqu'on a regardé les différents horizons, on a trouvé des nouveaux arrivants. C'est pas tout à fait des nouveaux arrivants.
En fait, on les a vus juste à ce moment-là parce qu'on a regardé plus profondément, mais ils étaient sûrement déjà là avant. On a retrouvé notamment, alors essentiellement des myriapodes, qu'ils soient décomposeurs ou prédateurs, quelques larves également, et on les a retrouvés sur les 3 modalités et sur les 3 profondeurs. En revanche, on a trouvé une petite différence pour les polydesmes qui ce sont des myriapodes diplopodes qui sont des composeurs. On les a retrouvés essentiellement dans la couche la plus profonde de SP. SP qui avait plus de matière organique, c'était celui qui avait le plus de compost de déchets verts. Et donc, c'est peut-être lié à cette présence de compost de déchets verts en bas des horizons et peut-être à une humidité plus importante également. Si on passe à la mésofaune, au tout début de l'expérimentation, donc sur les matériaux parentaux, on a trouvé uniquement des colamboles dans le compost de déchets verts, donc très certainement des œufs qui étaient déjà présents dans ce compost. Ça a été déjà démontré dans d'autres études. Et on remarque que plus il y a de compost dans le mélange, et plus on a de colamboles. Ces colamboles, ils appartenaient à 2 espèces différentes. Une première espèce qui est plutôt commune, donc pas étonnant de la retrouver, plutôt commune, plutôt présente dans la litière. Une deuxième espèce qui est une espèce rare, mais qui est retrouvée dans les plantations, et dans les plantations où il y a notamment un apport de compost de déchets verts. Donc finalement, on s'est dit que c'était plutôt cohérent avec ce qu'on trouvait. Pour le suivi du dispositif, on a trouvé une variation de la densité totale en fonction du temps, avec une augmentation du nombre de colamboles au cours du temps. On n'a pas eu de variation significative de densité des organismes qui vivent à la surface ou à l'interface du sol, donc épi et hémiédaphiques. Ce sont des organismes qui sont qui colonisent facilement par le vent. Donc c'est une des premières hypothèses de leur arrivée sur nos bacs. Et on a également d'autres bacs à proximité de cette expérimentation, donc de proche en proche. Il a pu y avoir également une colonisation de ces organismes-là, étant donné qu'ils se situent plutôt à la surface du sol. En revanche, nous n'avons pas trouvé d'organismes édaphiques vivant dans le sol. Ce sont des organismes un peu plus sensibles, ils ont besoin d'une stabilité un peu plus importante. Là, c'est un technosol qui est relativement jeune, donc on peut comprendre également qu'il soit moins présent, voire pas présent. On n'a pas eu d'apport extérieur qui aurait pu les amener, étant donné qu'ils n'étaient pas présents dans les matériaux parentaux. Et comme ils vivent dans le sol, la dissémination par le vent est beaucoup moins importante, d'où peut-être pendant ce laps de temps d'1 an, ils n'ont pas encore réussi à coloniser les toitures potagères qu'on avait. Et à l'état final, alors je vais pas détailler, c'est une NMDS, il y en a déjà une qui avait été présentée. Ce qu'il faut regarder, c'est que ce soit donc dans les 3 modalités et dans les 3 profondeurs, finalement, grossièrement, les différentes communautés vont se recouper, communautés de colamboles. Donc on va avoir un pool de communautés plus ou moins ressemblant en fonction des modalités et des profondeurs. Avec, si vous regardez un petit peu, une apparition de plusieurs espèces de colamboles. Les 2 initiales ont disparu au cours du temps, et donc on a une colonisation d'autres espèces, avec une petite différence, mine de rien, pour une profondeur, la 3e profondeur, la plus profonde dans le système intermédiaire, qui se détache un peu avec des espèces qui sortent un petit peu du lot. C'est peut-être dû à l'humidité qu'il y avait dans ces bacs-là et à la matière organique qu'on a retrouvée en profondeur. Et donc, si on passe à la microfaune, on a également regardé dans les matériaux parentaux ce qui se trouvait. On en a retrouvé que ce soit dans le bois broyé, donc là en très forte quantité, mais également dans le compost de déchets verts et dans les résidus de champignonnières. Là, on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a un petit peu dans les résidus de champignonnières. Et finalement, les proportions, en fonction des proportions de compost de déchets verts présents dans les 3 modalités, c'est assez flagrant. Plus on a de compost de déchets verts, plus on a de nématodes dans nos 3 modalités mélange.
On n'a cependant pas retrouvé de fongivores comme on a regardé les régimes trophiques. Dans le résidu de champignonnière, on n'a pas trouvé de fongivores alors qu'on pensait en trouver. Et puis après quelques recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques toxines qui pouvaient être émises par les champignons et être néfastes à leur à la présence de nématodes. Et au tout début, toutes modalités confondues, on a trouvé très très peu de prédateurs. Et finalement, c'est assez logique. Au début de la mise en place d'un système comme ça, les prédateurs sont faibles quoi qu'il arrive. En ce qui concerne le suivi du dispositif, donc tous les mois, on constate que assez rapidement la densité de nématodes augmente. Elle va pas augmenter de la même manière en fonction des différents des trois modalités, mais on a une variation au cours du temps et sur les trois modalités avec des pics différenciés en fonction des modalités choisies. Et on a constaté que sur l'ensemble de ce suivi, on avait entre 10 et 30 fois plus de nématodes que dans les autres études en milieu urbain. Donc c'est peut-être tout simplement dû à la dynamique de colonisation. On est au tout début de la colonisation, on a des pas de temps qui sont relativement courts, on y va toutes les 5 semaines. Donc c'est peut-être tout simplement dû à cela. Si on regarde là au bout d'un an, on voit que la densité rediminue. Et peut-être que si on avait continué encore 1 an et demi, 2 ans, on serait revenu à des valeurs plus ou moins comme les valeurs initiales. Et à l'état final, alors là, il y a un petit, c'est pas un bug, hein, c'est moi qui, il manque les barres pour SI et SP. Ça se ressemble, c'est juste un petit peu plus court. On constate que la microfaune est présente sur sur l'ensemble des horizons, donc jusqu'en profondeur des bacs. Ça a déjà été retrouvé dans la littérature pour d'autres types de sols. On constate cependant que on a une diminution du nombre de nématodes en fonction de la profondeur. Ça, c'est également attendu. En plus, on va profond dans le sol, moins il y a de nématodes. Donc là, c'est plutôt concordant avec des études faites sur d'autres sols. Et en revanche, on n'a trouvé aucun phytophage, que ce soit en SR, en SI ou en SP. Et ça, on peut peut-être le relier avec les productions qui ont été faibles, voire très faibles, sur nos trois modalités. Donc, si on fait un peu le point, on a une évolution dans le temps qui est visible, que ce soit pour la macrofaune, la mésofaune, la microfaune. On a finalement une colonisation, ou en tout cas une augmentation de la densité de ces trois groupes assez rapide au début de la mise en place de l'expérimentation, et ensuite une variation également au cours du temps, notamment liée aux conditions climatiques. Et on constate que pour la plupart du temps, à part quelques petits points exceptionnels, les trois modalités SR, SI, SP sont finalement assez proches. Donc on pourrait considérer dans ce cas-là que la composition n'impacte pas réellement la capacité de support de biodiversité. Si on va plus loin, il y a d'autres éléments qui ont été étudiés au cours de mon post-doctorat. Donc la production, j'en ai un petit peu parlé, le lessivage des nutriments, la rétention de l'eau, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit en fait par Baptiste un petit peu avant, les propriétés physico-chimiques. On n'a pas encore fait le lien avec tous ces résultats, mais on a hâte de pouvoir faire le lien et voir un petit peu ce qui s'est passé. Et je vois que tu t'es levée, Sophie, mais je profite juste des quelques secondes que tu me laisses encore pour remercier donc Sophie, Claire, Laure qui m'ont permis d'effectuer ce postdoc. Je remercie également Antoine qui a chouchouté ces bacs pendant 1 an, et la plupart des résultats qui sont présentés aujourd'hui sont issus du stage de Julia qui a présenté en tout début de journée. Voilà, merci. Du coup, je vais inviter les différents présentateurs à redescendre. Baptiste et puis Eva. En fait, il y avait Cyprien Boyer qui devait vous présenter sa thèse, mais il n'est pas là aujourd'hui.
En fait, l'idée, c'est que lui, il a fait de l'inoculation d'organismes dans les sols pour voir si on pouvait améliorer le support de biodiversité. Mais si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter tout à l'heure quand on visitera le toit.